Viens, entre et installe-toi. Bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débriefe avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO. Tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée. Et surtout, si tu entends une discussion intéressante, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un format de contenu un peu original, qui est souvent intéressant en termes d'engagement en haut de funnel, et qui peut être aussi une vraie source de données intéressantes pour alimenter la stratégie de contenu, c'est les études de marché. Des études de marché que vous pouvez commander auprès d'organismes spécialisés comme Aberdeen, YouGov, des choses comme ça. Pour parler de ce sujet-là, je suis avec Marie L'Orphelin, qui est IMEA Southfield Marketer chez Binder, et qui est justement en train de prévoir une campagne de diffusion pour ce type de contenu-là. Bonjour Marie. Bonjour Axel. Comment vas-tu ? Très bien, je suis ravie de participer à ce podcast. Ben écoute, c'est un plaisir de te recevoir et ça fait longtemps que je voulais faire un sujet sur justement sur ces contenus-là, et puis après on va voir aussi tout ce que tu organises autour pour la diffusion et ça, la distribution, c'est aussi un sujet que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on voit aussi de plus en plus et pas mal dans les startups, justement ces études de marché-là. Comme on aime tous se comparer, je trouve que c'est un contenu qui est super intéressant. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, pas de souci. Alors moi, ça fait déjà quelques années que je suis dans le monde du SaaS, donc Software as a Service pour ceux qui ne connaîtraient pas. J'ai commencé sur une plateforme de développement de produits et depuis plusieurs mois, je suis chez Binder en tant que field marketer pour le marché Europe du Sud. Et voilà, donc Binder, c'est une solution de DAM, donc Digital Asset Management, qui permet de gérer, collaborer le contenu des entreprises. Et donc oui, en tant que field marketer, qu'est-ce qu'on entend un peu par ce titre qui est un peu anglicisé ? Je fais partie au final de l'équipe de Demand Generation, donc génération de demande. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est mettre en place des campagnes, des tactiques qui vont générer du lead qualifié et créer de la pipeline pour mon équipe commerciale. Donc c'est un rôle qui travaille en collaboration avec plusieurs équipes, les commerciaux, le marketing digital, l'équipe partenariat et l'équipe de marketing global. Ok, effectivement, à la croisée des chemins. Et vu qu'on va parler de contenu, je voulais commencer justement pour te demander pourquoi est-ce que tu considères que le contenu, ça doit être en tout cas l'élément central d'une stratégie marketing. Grosse question. Alors ouais, pour la stratégie de contenu, moi je vois ça vraiment l'idée de créer du contenu, de partager un contenu de qualité qui est pertinent pour mon audience, pour attirer mon audience, mais aussi la retenir. Et l'objectif, qu'est-ce qu'on entend par stratégie de contenu, c'est avoir vraiment le bon contenu au bon moment, au bon endroit et à la bonne personne afin de générer un lead qualifié. Parce qu'au final, ça permet d'informer, d'éduquer, de partager son expertise, de positionner son message sur son marché. Et notamment dans l'industrie du SaaS, en tout cas, le contenu, c'est vraiment un levier qui nous permet d'atteindre notre audience cible tout au long du parcours client. Donc, quand on débute entre l'awareness, la considération, la décision, l'achat, c'est vraiment l'idée de créer différents types de contenus qui vont parler à cette audience tout au long du parcours. Mmh. Ça, c'est la première partie, je dirais, qui est importante d'expliquer. Et après, sur aussi l'importance du contenu aujourd'hui, il y a une accélération du contenu qui a été faite aussi durant la pandémie. Je pense que les acheteurs B2B et B2C sont devenus un peu dépendants de ce contenu pour se faire une idée du produit dont ils ont besoin, de se renseigner en amont avant de faire la démarche de rentrer en contact avec un commercial. Et c'est pas que moi qui le dis, il y a pas mal de rapports qui le montrent, dont par exemple Demand Gen Report de ON24 qui
disait que 55% des acheteurs, en fait, depuis la pandémie, s'appuient davantage sur le contenu pour effectuer des recherches. Et nous, on l'a vu aussi chez Binder parce qu'on a une plateforme de gestion de contenu. Nos clients ont créé 2 fois plus de contenu sur l'année passée et on a une Mhm. augmentation de 400% de plus du stockage. Donc cette accélération, on la voit vraiment. Ouais. Euh, voilà, le contenu, comme je disais, voilà, parler à la bonne personne au bon endroit au bon moment. C'est vraiment l'idée aussi de se frayer un chemin sur des canaux qui sont assez encombrés pour élaborer vraiment cette stratégie de distribution au final, parce qu'il faut bien créer le contenu, mais aussi bien le distribuer Mhm. et atteindre son audience cible. Et je pense que le dernier point important là-dessus, en tout cas pour moi, c'est que chez Binder, notre cible, c'est vraiment les marketeurs, les équipes de branding, les directions artistiques, aussi le C-level. Et c'est une audience qui est assez sollicitée, mais qui est aussi à la recherche de beaucoup de contenu, de best practice, de savoir ce qui se passe sur le marché, comment font les autres, comment font la concurrence. C'est aussi une fonction et une industrie où les choses changent vite, donc il faut toujours être en veille sur les nouveautés, les Mhm. tendances. Donc le contenu en fait que nous on produit en tant qu'outil, on permet de partager notre expertise en fait parce qu'on a de la donnée client. On peut aussi collaborer avec des partenaires externes pour créer du contenu de qualité. Voilà, je pense que ça répond un peu à ta question sur l'importance de la stratégie de contenu. Carrément, bah, effectivement, bon, t'as cité tous les points que j'aime bien rappeler, et c'est vrai que tu le dis, en plus, c'est vrai que sur une cible market comme vous pouvez l'avoir, en plus, c'est particulièrement une audience qui aime bien s'instruire, se tenir au courant de ce qui peut être fait et tout, donc c'est vrai que le contenu, ça permet vraiment de se placer aussi comme un leader d'opinion et de pouvoir distribuer de la connaissance, et c'est comme ça que tu vas créer de la confiance, du coup, Ouais. pour qu'on puisse ensuite penser à toi quand on a vraiment un besoin, quoi. C'est Exactement. Comme je dis, vraiment le puissant dans ce sens-là, marketing, quoi. c'est pas du tout une science. Il n'y a pas une recette parfaite, donc faut toujours tester, rester en veille. Donc le contenu, c'est une manière, voilà, de, de s'éduquer, et de renforcer son expertise aussi. Et ben justement, alors pour s'éduquer et pour faire notre veille, il y a des choses qu'on aime bien faire, mais c'est aussi du coup se comparer, voir un petit peu l'état du marché, ce qui est fait à droite à gauche. Justement, vous êtes en train de lancer une étude que vous avez commandée auprès d'Aberdeen, donc justement dont je parlais un petit peu en introduction. Euh, c'est quoi le sujet de cette étude et pourquoi avoir choisi ce format de contenu? Alors le sujet de l'étude, c'est comment améliorer l'expérience digitale en 2022. Alors ça, c'est le titre un peu global. Après, Mhm. dans le fond, en fait, l'étude, elle examine un peu les défis auxquels les organisations sont confrontées dans la gestion de leur contenu digital et créatif. Et l'idée, c'est vraiment de montrer comment les leaders du marché, en fait, ont réussi à transformer ces challenges qui peuvent être opérationnels en avantages concurrentiels en utilisant un DAM qui est le service que l'on propose chez Binder. Mhm. Donc ça, c'est le sujet. Et en fait, oui, on a collaboré avec une partie externe, donc Aberdeen Strategy and Research. Et en fait, on crée avec eux cette étude, le questionnaire, l'audience cible à laquelle on veut poser ces questions. Et voilà, ça nous permet de créer une étude voilà, neutre et qualitative pour notre audience. Ok, donc vous collaborez quand même avec eux effectivement dans la liste des questions, au final, l'objectif Ouais. des sujets que vous voulez creuser. Et après, du coup, c'est effectivement eux qui vont mener l'étude pour que ce soit pas, comme tu le dis, orienté, parce que même nous, on sait que marketeurs, des fois, dans la façon de poser des questions, on peut aussi biaiser les réponses, orienter un Exactement. petit peu tout ça. Et ok, c'est intéressant. Et puis nous, ça nous permet aussi d'avoir accès à un retour client, un retour utilisateur, un retour d'expertise qui est pas forcément dans notre base de données prospect Mhm. et d'avoir un vrai retour du marché que l'on peut utiliser en fait. Et du coup, tu disais pour rebondir sur pourquoi ce format. Là, il y a deux axes pour moi. Donc, comme on disait, c'est un format, nous, pour la distribution qui plaît, qui va plaire et attirer parce que c'est un rapport avec des tendances, des chiffres concrets du marché. Donc, pour notre audience, c'est top. Mhm. Mais en fait, pour nous, c'est aussi passer par une organisation externe donc, qui donne de la crédibilité à notre message, qui va nous permettre de nous positionner et de confirmer notre position de leader. Parce qu'aujourd'hui, on est leader sur le marché, mais on ne veut pas juste dire bah, nous, on est super parce que notre Mhm. produit est top. Donc, ça permet de renforcer ouais, ce message un peu stratégique qu'on essaie de faire passer sur le marché. Carrément, ouais, effectivement, le fait d'avoir un organisme tiers comme ça, qui, bon, en plus, pour le coup, est quand même aussi reconnu de son côté, Ouais, ça permet, comme tu dis, de crédibiliser aussi le message. Et puis, t'as cette
quand même cette notion d'organisme tiers où effectivement on se dit que du coup c'est pas que de la pub, quoi. Enfin, c'est pas forcément, Exactement. c'est pas un contenu bullshit, c'est aussi quelque chose qui a été vraiment travaillé, comme tu le dis, en dehors de ta base de clients pour mettre en avant ton produit, quoi. Et c'est vrai que tu me demandais aussi pourquoi ce format. Il y a peut-être aussi une dernière partie là qui est intéressante à ajouter, c'est, je parlais avant de l'importance de maximiser le retour sur investissement de son contenu quand on le crée. Et en fait, ce type de contenu qui est quand même un gros contenu avec Mhm. un gros e-book ou un gros livret blanc, ça nous permet après en interne de créer des dérivés de contenu, donc Recycler, ouais. casser un petit morceau et pouvoir le mieux le redistribuer parce que voilà, les gens ne consomment pas le contenu de la même manière. Certains préfèrent les vidéos, certains préfèrent des chiffres, d'autres des rapports à lire. Donc ça, c'est super aussi pour nous. Ouais, clairement, là, pour le coup, t'as une vraie base de données, enfin, t'as une masterpiece que tu vas pouvoir effectivement retravailler sur les différents canaux, dans les différents formats pour, bah, pour, comme tu dis, l'exploiter au maximum, quoi. Super intéressant. Mhm. Donc, euh, on le disait, c'est une étude qui était commandée au niveau global chez Binder. Euh, Toi, t'es du coup sur la partie Europe du Sud. C'est quoi les relations que tu as du coup avec le global? Et comment est-ce que bah, dans ce contenu-là, toi, tu vas adapter, exploiter ce contenu sur ta partie, quoi? Alors, on a une bonne relation pour l'instant. Non, bah en fait, Pour ouais, l'instant. non, ça se passe bien en tout cas. Ouais. Oui, on a deux personnes en gros qui vraiment s'occupent de gérer un peu la stratégie globale, donc les campagnes globales. Et en fait, comment ça se passe? Eux, ils sont plus sur voilà, la création de ce type de gros contenu en fait, parce que c'est un gros levier à gérer. Euh, Mhm. donc nous, on a un catch-up tous les mois aussi pour savoir ok qu'est-ce qui arrive en fait, qu'est-ce qui est prévu, quel type de contenu pour quel type d'audience et moi, ça me permet en amont de savoir quel type de contenu va être disponible et de savoir après comment je vais pouvoir l'activer et voir si ça fait sens aussi sur mon marché. Je pense par exemple ce type de contenu, une étude de recherche, c'est parfait. En plus, là, dans ce cas-ci, on avait eu le choix d'avoir vraiment l'étude localisée pour la France. Donc, j'ai vraiment eu un questionnaire fait sur le marché français. C'était pas Ok. une étude faite par exemple aux États-Unis et je l'ai juste traduit le contenu en français. Donc ça, Ouais. ça reflétait vraiment bien le marché français, donc top. Parfois, on va avoir des choses qui sont plus, parce que je sais qu'ils font parfois des interviews avec plutôt des C-level, des speakers qui vont retransmettre sur des blog posts qui sont tout en anglais. Là, c'est pas forcément quelque chose que je vais localiser parce que ça fait pas forcément sens. Il me faudrait un speaker franco-français. Mhm. Voilà. Donc c'est un peu moi, mon choix à moi de savoir ok qu'est-ce que j'active ou pas entre ce qui vient du global. Et aussi, il y a toujours un petit décalage dans le lancement des campagnes parce que oui, le contenu arrive en anglais, donc moi derrière, il faut que je le traduise en français. Ouais. Souvent, soit parfois dans le cas de la recherche avec Aberdeen, ça a été traduit par leurs équipes et moi j'ai fait une Mhm. lecture. Soit le contenu est parfois déjà produit en anglais et c'est moi qui décide, ok, je passe par un service de traduction et je fais en relecture et ensuite j'active. Ok. Donc c'est vrai que parfois ça prend un peu de retard, disons, sur l'activation par rapport à l'activation globale. Ok. Ouais. Et Euh, ouais, mais bon, on s'améliore sur le système. ouais, c'est intéressant, tu vois, parce que du coup, je te le disais avant qu'on lance l'enregistrement, mais j'ai enregistré hier, du coup, un épisode avec Joey Chan, qui est directeur brand and content chez 360 Learning, du coup, un épisode qui a été diffusé un petit peu avant que le tien soit diffusé. Et on parlait justement aussi de cette relation globale locale dans des campagnes, parce que pour bah, typiquement des études de marché comme ça, parce que je pense que c'est Mhm. vraiment le contenu en plus qui montre bien comment on peut collaborer, quoi. Où du coup, effectivement, bah, t'as ce noyau d'études de marché qui va être global, enfin commun un petit peu en fait, peu importe les secteurs, parce que tu vas faire comparer des pays, tu vas comparer un marché global, des choses comme ça, et prendre des grandes tendances. Et puis après, tu as effectivement des études un peu plus poussées, des chiffres qui correspondent à tes localités, qui te permettent toi d'adapter le contenu du coup particulièrement à ton territoire aussi, quoi. Exactement. Et du coup, c'est marrant de voir ce regard aussi toi que tu as du coup de la dernière fois, enfin avec Joey quand on en parlait du niveau global, et de voir aussi au ce niveau local là comment ça s'adapte, quoi.
Après, ouais, ça c'est un peu il y a un autre défi un petit peu peut-être que je pourrais ajouter là-dessus, c'est l'adaptation du langage, qui Ouais. est parfois un peu compliqué de passer de l'anglais au français, parce qu'il faut avoir une bonne connaissance du marché, du vocabulaire, des mots-clés. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'anglicismes dans le marketing, mais parfois il faut savoir Mhm. traduire ou pas. Ouais, c'est un peu un petit challenge parfois de savoir, parce qu'il y a des choses qui sonnent très bien en anglais et en français, parfois on s'y retrouve pas forcément. Ouais. Bah, tu vois, effectivement, je pense que c'est là que c'est important d'avoir des natifs, du coup, aussi sur les différents territoires, qui connaissent les expressions locales, quoi, parce que des fois, traduire bêtement, ça fonctionne pas, et il y a forcément, même quand on parle très bien une langue, étrangère, on n'a pas forcément les références ou les termes spécifiques à des secteurs, quoi. Non, exactement. Je pense que je suis pas la seule qui a ce problème dans Ouais, l'expression carrément. régionale. Bah, puis ces relations globales locales, c'est une problématique qui revient vachement dans des CMO aussi avec lesquels j'ai pu Ouais. déjà discuter sur le podcast, quoi. Ok, donc ce contenu, maintenant qu'on en est là, il va être créé ou il est créé. T'es en train de, du coup, toi, de déployer la campagne de distribution de ce contenu-là. Euh, Qu'est-ce que tu as prévu? Sur quel canal tu as prévu d'en faire la promotion, de le repurposer? Du coup, Ouais. on en parlait, mais pour le coup, il n'y a pas vraiment de terme en français. Je sais pas trop. Enfin, on pourrait peut-être dire recycler, du coup, mais de Ouais. le réadapter en tout cas aux différents canaux. On l'a dit, la distribution, c'est quand même un sujet majeur parce qu'il y a trop de boîtes qui passent du temps à créer du contenu et puis au final, il n'est jamais vu parce que c'est pas distribué correctement. Ouais. Qu'est-ce que toi, du coup, tu as prévu de faire, quoi? Alors déjà en termes de promotion classique, il faut que mon contenu vive quelque part. Donc j'ai une landing page qui a été dédiée, qui a été créée, qui est sur mon site web. J'ai aussi la promotion par des drift bots sur notre site web qui va pousser le contenu tout au long du parcours client sur notre site web. Ok, une espèce de Euh, chatbot sur le côté, ouais, c'est ça? ouais, Ouais. Hmm. exactement. J'ai aussi une mise en avant du rapport sur notre page d'accueil, par exemple, parce que une personne qui visite le site, il va pas forcément arriver dans la page ressources e-book, donc je veux être sûre qu'il le voit. Au début aussi de la campagne, on avait aussi une pop-up en haut de la page d'accueil, un petit Ok. oh ceci est nouveau, allez y Ouais, jeter. la petite smart bar qu'on peut voir au-dessus, là. Ouais. Ouais, exactement. Je l'ai évidemment ajouté sur ma newsletter mensuelle. J'ai eu une mini campagne aussi d'email marketing, donc à ma database pour les notifier que ce nouvel ebook est disponible, qu'ils aillent y jeter un œil. Mhm. Un article sur notre blog, évidemment. Et puis sur les réseaux sociaux aussi, en organique, mais Ok. aussi en paid. Donc là, ça passe un peu c'est un peu promotion, mais aussi repurpose, parce que au final, sur LinkedIn, je vais pouvoir utiliser, surtout sur LinkedIn, c'est là où je me suis focus. J'utilise beaucoup les chiffres ou, par exemple, les infographiques qu'on a pu Ouais. euh, créer sur toutes les données. Et puis les deux autres gros aspects aussi, intégrer cet e-book dans les cadences de mes sales pour l'outbound. Donc bien Ouais. communiquer à mon équipe commerciale, ok, cet e-book il est assez important, il donne vraiment des bonnes données. N'hésitez pas à l'utiliser dans votre outreach parce que c'est un contenu qualitatif qui fait sens de partager. Mhm. Et puis la dernière action, là plus dans une type lead gen, je suis passée par un vendeur externe pour faire de la content syndication. Donc là, en fait, je donne la version PDF de mon étude et eux l'activent sur leur base de données. Et puis moi, je reçois mes leads qui ont accepté de donner leurs détails pour voir cette étude. Ok. En gros, là, du coup, si je comprends bien, la content syndication, c'est tu vas aller sponsoriser des blogs ou des newsletters pour qui diffusent auprès de leur base ton Ouais, contenu? Ok. exactement. Ouais. Il y a plusieurs manières de faire. Soit ils peuvent l'avoir sur leur site parce que c'est un portail, par exemple, de contenu qu'ils distribuent. Ils l'intègrent à leur newsletter, à leurs réseaux sociaux. Ils peuvent faire une campagne d'emailing aussi. Ok. Voilà. Et là, on s'accorde sur, OK, je voudrais avoir 100 leads qualifiés et je vous donne ce type de contenu. Et je veux 100 leads qualifiés avec cette cible, ces job titles. Parce qu'évidemment, je veux pas me retrouver avec un, un stagiaire ou un Ouais. étudiant voilà, c'est pas un lead qualifié pour moi, quoi. C'est Donc, il faut clair. être bien sûr d'être en accord avec son vendeur sur la cible que l'on veut et les leads qu'on espère obtenir. Ok.
Voilà. Et en termes de dérivés, donc ouais, de comment on repurpose du coup ce type de contenu. Donc je disais créer des infographiques pour faire une promotion un peu différente, plus catchy avec des chiffres. Mhm. Les social ads et chose que j'ai pas encore faite là, mais que je vais sûrement faire pour l'année prochaine, recréer en fait cette étude avec un webinaire, avec Ouais, un speaker parce que c'est plus interactif. On peut aussi reprendre de la data par l'audience qui va être sur le webinaire, comparer un peu les retours d'expérience. Et puis c'est un peu plus un peu plus d'engagement quand on s'inscrit à un webinaire avec potentiellement un chat en live. Donc voilà, c'est aussi une bonne manière de repurpose. ouais, carrément, je veux dire, c'est un bon contenu effectivement qui peut s'adapter à une présentation live en Exactement. webinar, et puis comme tu dis, tu peux comparer, en plus créer des petits sondages pour rendre l'expérience interactive et comparer en plus toi avec du coup avec les données que t'as Ouais, déjà accumulées dans ton rapport. Écoute, on a pas mal parlé de bonnes pratiques, et comme on est au café entre nous, j'en vais en profiter pour gratter quelques confidences, parce que le marketing c'est jamais tout rose. Du coup là, même si t'as déjà dit qu'effectivement des fois les relations ça pouvait être compliqué à gérer, ou en tout cas il y avait des aspects un petit peu sensibles. Rapidement, toi, c'est quoi tes 3 plus gros challenges du moment? alors, gros challenge. Comme je disais, j'ai assez récemment rejoint Binder et donc j'ai un peu découvert une nouvelle industrie. Donc là, je suis un peu en phase de test de trouver les bons partenaires, les bons vendeurs qui vont me mettre en relation avec ma cible. Ça Mhm. prend beaucoup de temps et de tests aussi, ce qui est pas forcément évident au début. Et je parlais aussi de l'importance du vocabulaire et du messaging approprié, surtout quand on a une traduction. Donc, être bien sûr du vocabulaire qu'on utilise sur ces contenus. Moi, ce que j'ai fait, en tout cas, mais qui a été un challenge au début, c'est ouais, regarder les keywords qui sont recherchés sur ma cible, les événements, super clé aussi de comprendre comment les gens parlent de votre produit ou de leur challenge pour que votre contenu résonne ensuite. Euh, Assister aux démos de mes commerciaux aussi pour aussi comprendre comment les prospects parlent de leur challenge en live. Mhm. Et puis garder un œil sur le contenu de sa concurrence directe, indirecte, partenaire. Ça m'a pas mal aidé. Mais voilà, working progress pour ça. Et ouais, un autre point aussi un autre type de contenu hyper intéressant à créer. On a aujourd'hui beaucoup de clients français qui sont seraient très chouettes à partager. Voilà, créer des case studies, c'est toujours un peu un défi. J'ai déjà eu ce challenge un peu dans le passé, mais ouais, il nous faut plus de case studies pour montrer qu'on est présent sur le marché. Et c'est vrai que c'est un process qui est toujours un peu compliqué, long, parce que c'est un peu une faveur que nos clients nous font. Ouais. Faut aussi travailler en interne avec ses CSM, ses commerciaux, savoir à quel moment prendre contact et voilà, les convaincre que ça va leur ramener un atout aussi de discuter avec nous là-dessus. Mais ouais, c'est un peu les deux challenges du moment. Ok. Ouais, effectivement, intéressant. C'est vrai que les sujets des case studies, c'est un contenu qui est tellement important. Et puis en Ouais, fonction aussi des cibles sur lesquelles tu travailles, des fois c'est compliqué d'obtenir les accords, les autorisations pour pouvoir les diffuser, les faire et tout. ouais, exactement. Mais c'est aussi chouette quand ça se passe bien. C'est assez, c'est une belle récompense quand on en a un de finaliser. Donc ouais. Ouais, carrément, carrément. Ok, bah écoute, on a partagé plein de choses. Si on devait résumer notre échange, tu retiendrais quoi, tu donnerais quoi comme conseil du coup à un marketeur qui se retrouvait dans ta situation pour développer ce type de contenu? Alors, je dirais bien comprendre ce que l'audience recherche comme type d'information et de chiffrer, donc être bien en phase avec les tendances pour que le contenu qu'on souhaite créer réponde en fait aux besoins de notre cible. Savoir communiquer les résultats de cette étude de façon à intéresser votre audience, donc repurpose, comme je disais, le Ouais. contenu, par exemple les infographies pour qu'on parle vraiment à tout type de personnes. Mhm. Faire bien attention à bien localiser le contenu en employant les termes parlants pour le marché. Et puis Ouais. surtout, quelque chose aussi, c'est savoir qu'est-ce que vous voulez faire de ce contenu après, en fait. Quand on commence la démarche de prendre contact avec un service externe, on pas se dire, alors on va essayer de faire une étude, puis selon les résultats, ben, on verra ce qu'on en fera. Je pense qu'avant de commencer le projet, il faut vraiment être sûr de savoir quel type de dérivé je voudrais avoir et avoir tout le planning en place pour limiter les délais en fait et aussi maximiser le retour sur investissement de ce contenu en fait. Ce serait Ouais, un peu ok.
Quand tu lances ta campagne, déjà, effectivement, tu vas lancer la création du contenu. Il faut déjà avoir anticipé ce que tu veux en faire derrière, comment tu vas Ouais, l'utiliser, comment tu vas le distribuer, le exactement. recycler, le réadapter et tout, pour être Ouais. sûr d'avoir un contenu qui corresponde vraiment du coup à ce que tu veux en faire, quoi, au final. Exactement. Et nous, c'est vrai qu'au global, ils sont assez bons là-dessus. Quand ils nous créent un gros contenu comme ça, on sait quel type de dérivés vont arriver. On a déjà des templates prédéfinis, préfaits en utilisant notre outil Binder. Et en fait, Mhm. moi, j'ai déjà en fait tous mes assets de créer. J'ai plus qu'à localiser et à activer en fait. Et ça minimise le délai entre Ok. le global et le local. Ok, super intéressant. Bah écoute, merci beaucoup du coup pour ton retour d'expérience, Marie, et puis toutes ces bonnes pratiques. Si jamais il y a des questions pour toi par rapport à ça, on peut te trouver où? Bah, écoute, sur LinkedIn, je pense que c'est le meilleur point de contact. Si jamais il y a des questions, je serais ravie d'y répondre. Ouais, c'est vrai que je posais la question de façon ouverte, mais j'aurais pu dire, est-ce qu'on peut te trouver sur LinkedIn? Parce que c'est quand même là où effectivement, souvent les marketeurs sont les plus actifs, ou disponibles en tout cas. Super. Bon bah écoute, encore une fois, merci beaucoup. Et donc maintenant, il me reste à te souhaiter une bonne journée. Bah, merci beaucoup. Bonne journée à toi aussi. À bientôt. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.